Sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïs Rigaud et je suis scénariste, autodidacte. Après, je me suis formée après avoir écrit. Et j'ai créé Cinétols, qui est un compte Instagram. En fait, j'organise des soirées tous les mois pour qu'on puisse se créer un réseau dans le cinéma. C'est sur Paris essentiellement. Bonjour à tous, je me présente Oumar Diaw, je suis comédien, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Donc je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui. Et merci au festival de m'avoir invité, de nous avoir tous invités. Et donc très pressé de partager ces questions-réponses avec vous. Donc je m'appelle Éric Troussel, je suis producteur exécutif en télé sur plein de films depuis 35 ans. Et je suis très heureux et très fier d'avoir été convié dans ce jury. Et je peux vous dire que ça va être sympa pour vous aussi. Voilà. Fais de la prod. Merci beaucoup. Et mon chien s'appelle Finish. Donc, moi, j'aimerais bien vous poser 2 petites questions déjà. C'est déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre métier? Comment vous y êtes arrivé? Moi, en fait, à la base, j'étais dans la psychologie avant d'être scénariste. Et j'aimais tellement ça que je me suis demandé comment je pouvais faire en sorte que les gens ils puissent apprendre sur la psychologie, comment connaître l'autre. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Magnifique, Omar. Moi, en fait, c'est mon père. C'est mon père qui m'a donné l'envie de faire du cinéma malgré lui, parce que même lui, à cette époque-là, il ne savait pas très très bien ce que ça voulait dire. Parce que j'avais 11 ans et il m'avait emmené faire un casting sur Paris. Parce que lui, à l'époque, il travaillait à l'ambassade du Sénégal et on recherchait des comédiens, des petits garçons de 11-12 ans pour interpréter un personnage et le film se tournait entre Paris et Dakar. C'était avec Annie Cordy à l'époque. Donc ça remonte. C'était pour France Télévisions, je crois. Et donc il m'a emmené faire ce casting-là et je suis arrivé, j'étais impressionné parce que c'était un peu comme ça, des lumières partout, une femme qui te pose des questions, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Et finalement, je n'ai pas été pris pour le film parce que j'étais très très intimidé. Mais quand le film est sorti à la télévision, mon père m'a dit tu vois, c'était pour ce film-là que je t'avais emmené faire ce casting. Et depuis, ça a réveillé un truc en moi. Et je me suis dit que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et après, j'ai eu mes études et tout, donc j'ai continué mon cursus scolaire normal, comme tout le monde. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, je pense qu'il est temps de se lancer, c'est ton rêve, tu as envie de faire ça, donc vas-y, quoi. Et voilà. La maladie de l'artistique. C'est ça. arrivé. C'est ça. Bravo. Exactement. Magnifique. Et Eric, toi? Moi, en fait, j'ai commencé par être comédien, enfin, vouloir être comédien. Et puis, au fur et à mesure de l'école que je faisais, je me suis aperçu que finalement, je préférais organiser les choses et être plutôt derrière la caméra plutôt que devant. Pourquoi j'ai fait ce métier pendant 35 ans? Parce que c'est l'idée de divertir les gens, tant à la télé qu'au cinéma, qu'au théâtre. Et derrière, il faut toujours des gens qui organisent un peu les choses. Voilà. Donc, c'est l'idée que le public puisse passer un bon moment avec tous les films, les séries que j'ai pu produire. Voilà. C'est surtout divertir les gens. Voilà. Super belle expérience, en tout cas. Et une dernière petite question avant de donner le micro au public. Peut-être que vous avez d'autres questions à poser. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quel conseil donneriez-vous à un jeune cinéaste pour qu'il puisse commencer, en fait? Omar, peut-être. Déjà, parce que c'est un métier quand même qui est très difficile, il ne faut pas se mentir, il faut dire la vérité, c'est très difficile. C'est un métier qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation. Il faut vraiment en vouloir. Et je pense qu'il faut être passionné. Quand on est passionné, après, on se donne les moyens d'accomplir, de monter, de faire nos projets, d'essayer de... Voilà, quand on est cinéaste, pour le coup, c'est vraiment d'écrire, par exemple, un court-métrage. Et même aujourd'hui, avec les téléphones portables, on peut se filmer, on peut faire plein de choses avec. Donc, faut y aller, quoi, tout simplement. Faire les choses. Ouais.
Même avec peu de moyens, mais faire les choses. Avec zéro moyen, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Exactement, Ouais. c'est super ouvert. Anaïs? C'est exactement ce que j'allais dire. Il ne faut pas attendre d'avoir le budget, il ne faut pas attendre d'avoir la bonne caméra, il ne faut pas attendre de rencontrer la bonne personne. Il faut faire avec ce qu'on a. Et après, on va rencontrer des gens qui vont nous aider. Et petit à petit, ça sera de plus en plus quali, de plus en plus gros. Eric, peut-être? C'est difficile de dire quelque chose après eux, mais je dirais qu'il faut le faire de toute façon avec le cœur. Donc c'est la motivation, il faut le faire avec le cœur et on y arrive. Quand on veut, on peut. Ça, c'est sûr. J'adore ce mot motivation parce que c'est vraiment la base de ce métier-là. Il faut vraiment être motivé et après, tout se lance après la motivation acquis. Exactement. Donc, une personne de l'équipe va passer peut-être avec le micro. Donc, si vous avez une question à leur poser. D'abord, merci pour vos échanges, pour votre échange de partage. Et je voulais savoir si vous aviez un conseil à donner à des jeunes. Est-ce que la formation est importante? L'écriture de scénario, que ce soit le jeu de comédien. Après, on parle toujours de... Moi, je peux parler de mon parcours, de ce que j'ai fait pour faire ce métier. J'ai pas fait d'école de formation d'acting ou quoi que ce soit, j'en ai pas fait. Parce que j'ai eu de la chance, en fait, de pouvoir... En fait, j'ai postulé à un casting comme ça et on m'a appelé, j'ai été pris et ça allait très très vite au début. Donc je suis rentré dans le métier très très vite. Et ensuite, c'était un premier film, j'ai eu un agent par la suite. Donc j'étais déjà dans le circuit. Mais j'ai beaucoup appris sur les plateaux de tournage. Parce que moi, j'étais celui qui, je pense, qui posait des questions à tout le monde sur un plateau de tournage, à savoir pourquoi tu fais ça, j'ai envie de savoir pourquoi tu fais ça, je veux savoir ça. Déjà pour se connaître, pour comprendre mon métier, parce que j'étais tout nouveau dedans. Donc, acting, oui, on te donne un rôle, un personnage, un script, tu apprends et tu essayes de faire ton truc au mieux, mais je voulais savoir un peu tout ce qui se passe, tous les métiers qui étaient en périphérie, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris. Après, tout le monde n'a pas cette chance-là, entre guillemets, de pouvoir arriver sur un plateau comme ça, comme moi. Donc, forcément, c'est bien de se former un peu, de connaître un peu le métier, savoir l'appréhender aussi, parce que quand on vient sur un plateau de tournage, c'est impressionnant quand même. Hein. Quand tu arrives, tu as 200 personnes qui sont là, une caméra qui est face à toi, tu es tout seul, action, c'est impressionnant. Et tout ça, je pense que ça s'apprend. C'est pourquoi moi aujourd'hui, j'ai ouvert une école de formation d'acting justement pour permettre aux jeunes, et même aux moins jeunes d'ailleurs, parce que j'ai commencé là cette année, on a une trentaine d'élèves, et ça va de 18 ans jusqu'à 50 ans. Et les gens viennent pour apprendre le métier, et en tout cas sans prétention, avec humilité, on essaie de leur donner la meilleure formation. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'acting, c'est vraiment tout un ensemble aussi, de savoir comment se passe aussi le métier, et tout ça et tout ça. Donc c'est important la formation. Du coup, ton retour me donne une autre question. Donc, ton école d'acting, tu l'as montée sur Paris ou vers Mantes? En fait, là, parce que moi, j'ai mes bureaux, j'ai monté ma boîte de production aussi, à Châtillon. J'ai ouvert cette année, début novembre, j'ai ouvert la formation d'acting. Mais j'ai pour ambition de venir à Mantes-la-Jolie aussi en ouvrir une. Parce que retour aux sources, ça c'est normal pour moi, c'est primordial. Moi, tous les projets que je fais aujourd'hui, j'essaie d'inclure Mantes-la-Jolie là-dedans. Parce que j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, mais Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, pour moi, c'est la même chose. Hein. Parce que j'ai habité à Mantes-la-Ville aussi pendant 5 ans. Et pour moi, voilà, tout le Mantois, en tout cas, j'ai envie de faire des choses ici. Donc, tu t'orientes un peu plus vers la transmission aussi. Ça, c'est le plus important, je pense. Ok. Merci à toi. Moi, je pense que dans l'écriture, comme je vous ai dit au début, moi, je suis autodidacte, mais si tu veux trouver un budget, en fait, l'écriture, c'est hyper codifié dans le cinéma. Le scénario, tu peux pas l'écrire n'importe comment, donc t'es pas obligé de faire une formation de dramaturgie, mais il faut que tu te renseignes sur Internet, que tu lises des livres pour comprendre comment tu dois structurer ton scénario pour que tu puisses en fait être reçu avec légitimité. Sinon, si t'as pas les codes à première vue d'œil, les gens peuvent comprendre que tu sais pas et ils te mettent dans une case et tu seras pas aidé. Donc il faut quand même faire l'effort de connaître les codes pour les scénaristes. Eric, comment devenir un bon producteur? Moi, personnellement, effectivement, mais c'était il y a 35 ans, j'ai pas fait d'école, autodidacte. Mais je pense que de nos jours, quel que soit le métier que vous avez envie de faire,
technicien, comédien, c'est bien d'avoir une formation maintenant. Parce que c'est vrai que ça fait pas tout, hein, évidemment. Omar a tout à fait raison. Tu apprends sur le plateau. Tu vois tous les techniciens, tu parles avec eux, comment ça marche, la caméra, moteur, action, tout ça. Mais je pense que c'est bien de faire une petite formation quand même. Voilà. Parce que l'époque que j'ai vécue, elle n'existe plus vraiment. Voilà. Une autre question, cher public. Ah si, moi je voulais dire Ouais. un truc quand même, par rapport à la transmission, la formation. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me dirige. Parce que comme je les appelle mes gamins, j'en ai formé un paquet, des directeurs de prod, qui sont toujours en activité maintenant. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus envie, j'ai 59 ans, de transmettre ce que je sais. Voilà. Une question tout en haut. Bonjour, je voulais vous demander, c'est dans le domaine de l'audiovisuel et dans le cinéma, est-ce qu'avoir un gros carnet de contacts, c'est indispensable pour percer? Ah, ça Percer. s'appelle un réseau, Ouais. ça. Un réseau. Ouais, il faut un réseau, ouais. Petit à petit, hein, t'inquiète, hein, tu peux commencer, et puis petit à petit, sur un film, tu vas rencontrer quelqu'un, puis hop, tu feras un autre film, tu rencontreras quelqu'un, et tu feras ton réseau. Ok, ça veut dire qu'il faut quand même forcer les choses. Ah, au début, oui. C'est de par tes expériences que tu feras ton réseau, en fait. Qui veut faire du cinéma, là, dans la salle? Voilà. Ah, tu vois, là, tu vois. Alors, C'était la question qu'il fallait poser. Kenzie, une question. La figuration? Vous voulez faire de la figuration, c'est ça? Ouais, en furtif. Ah, pardon. Parce que, ouais, j'entends. Oui, et pardon. La figuration, c'est un petit peu compliqué à trouver, même si on postule. Mais vous postulez quoi sur les... Parce sur que les- moi, je sur- fais partie d'une scène conventionnée. Oui. Donc, c'est des artistes qui se produisent en rue. Hein. Ce que j'ai appris avec eux, c'était dans l'optique aussi de faire un petit peu de figuration, d'être payé, d'avoir des petits revenus, mais pas d'en faire un métier. Parce D'accord. que moi, je suis âgée, voilà, Oh, y a pas de- y a- j'ai fait d'autres choses dans ma vie que Oui, ça. oui. Mais bon, après, ça peut apporter un plus. Voilà. Après, en tout cas, je sais que sur Instagram, Facebook, etc., il y a pas mal d'annonces de casting de figuration qui passent. Après, il y a même des sites, je pense qu'on peut s'inscrire sur, par exemple, je crois, figurant.com, je crois. Et je pense qu'il y a l'ANPE des spectacles. Aussi, il y a le Pôle Donc, emploi. l'ANPE des spectacles, il y a une session. Ouais, le Pôle emploi aussi qui s'occupe, qui a une section Je figuration. ne connaissais pas la NPE des spectacles. Rue de Malte à Paris, je pense. Ouais, ouais, Je ne sais ouais. pas si c'est resté là-bas encore. Je sais plus exactement. Je pense que si. La C'est République ça, hein. à Ah, l'époque. République, exactement. Oui, 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 c'est Rue ça. de Malte C'est pas Ouais, ouais. à pour en Paris. faire un métier, c'est mais ça. bon, c'est des adresses oui, qui peuvent être utiles. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais après, aujourd'hui, il y a beaucoup de... En tout cas, moi, des fois, sur mes réseaux, je vois pas mal d'annonces qui passent. Et en fait, ce qu'il faut faire, vous allez sur Google, vous tapez directeur, directrice de casting, vous cherchez, vous allez voir tous les noms, vous les suivez sur Instagram, sur Facebook, et il y a toutes les annonces. D'accord, ok. Je vous remercie. De rien. Il y a aussi chargé de figuration, ça existe. Sur les films, chargé de figuration. Et après, si vous voulez devenir comédienne aussi, c'est possible. Hein. Pourquoi? Non, ça vous intéresse pas? Il faut apprendre du texte. C'est ça le truc. Comment? Non, 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 non. Justement, Y a c'est pas là, d'âge. c'est là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure. C'est-à-dire que, vous savez, par exemple, je sais pas, on prend un exemple comme Morgan Freeman. Si vous voyez Morgan Freeman, moi, je l'ai jamais vu jeune. On l'a toujours. Vous voyez, c'est. Il a commencé, Comment? il a commencé à Mais peut-être- 50 ans. Mais peut-être que vous aussi. Charlie Chaplin, Louis de Funès, il y en a une ribambelle. Une question au milieu. Est-ce que les Mao, ça compte pour du cinéma? Les quoi? Les Mao, Je sais pas du tout ce la que c'est. je suis musique assistée par ordinateur. Ouais. Est-ce que ça compte est-ce que ça compte pour du cinéma un peu? Est-ce que tu peux utiliser cette musique pour faire du cinéma? Bah, C'est ça ta question? ouais. Pour faire de la musique, pour créer l'ambiance Mais c'est sonore, bien, ça. tu veux dire? Oui, Ça, c'est complètement. très très bien. Je sais pas, Eric, peut-être que tu as. Faut- Musique de film et tout ça. Ouais, Compositeur. après, il y a peut-être des droits, il faut faire attention, mais oui, oui, ça sert pour le cinéma, bien sûr, puisque on a besoin de musique sur un film. Et le son, c'est très, très, très important. Ah ouais. Souvent, on pense aux caméras, on se dit avoir une belle image, des belles couleurs, etc. Mais le son, c'est hyper important. Même pour moi, je pense que le son, même, c'est beaucoup plus important que l'image. Parce que on peut avoir un film qui est super, si le son est pourri, ben, on ne l'écoute pas. Alors que le contraire, oui. Il y a un film sans musique, c'est fade. nul.
Bah, complètement. Donc, futur compositeur. Compositeur. Ouais, c'est ça. Question au milieu, là, le micro. Bonjour. Ça arrive. Moi, ma question est pour Anaïs. Oui. Je voulais savoir, est-ce que, comme vous avez dit, vous avez une formation de psychologue, c'est ça? En fait, j'étais pas psychologue, mais j'ai étudié la psychologie et à l'époque, avant d'être scénariste, je travaillais en tant que commercial dans une entreprise qui avait des psychologues et qui œuvrait pour la santé mentale et physique des salariés. D'accord. Donc, vous n'avez pas exercé en tant que psychologue? Non. Enfin, ma question, c'était à savoir si vous avez, si vous vous êtes déjà inspiré d'histoires réelles. Oui, complètement. Quel scénario vous avez plus plaisir à jouer en fait? Est-ce que c'est des histoires réelles? L'inspiration, si tu veux, au tout début, la première fois qu'elle est venue, c'est parce que j'ai étudié un outil de psychologie qui s'appelle l'énéagramme. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle, c'est un peu comme le MBTI, mais ça explique les personnalités en fait. Et quand j'ai découvert cet outil, j'ai compris comment mes parents y réfléchissaient, parce qu'on avait du mal à communiquer. Ça m'a ouvert l'esprit sur la communication entre humains. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable que je l'ai appliqué sur mon entourage. Donc j'ai vu les différentes personnalités et j'ai utilisé tout ça pour m'inspirer, pour créer mon premier scénario. Donc mon premier scénario, c'est basé sur des vraies personnes. Ils ne savent même pas d'ailleurs que je me suis basée sur eux. Et après, quand j'ai coécrit un long métrage où on est venu me chercher, c'est pas moi qui avais l'idée de base, on m'a présenté l'idée et finalement l'inspiration est venue parce qu'on me dit bon ben ça va être ça l'histoire. J'avais rien à créer parce que la base était déjà là, mais quand on t'apporte un squelette qui est un peu troué, parce qu'il fallait combler les trous, ben ça te vient autant dans la fiction que dans la réalité en fait. Moi j'ai pas vraiment si tu veux, tout est source d'inspiration, clairement. Une question au milieu. Je voudrais savoir comment vous arrivez à en vivre, surtout parce que vous avez un peu des métiers différents. Par exemple, Éric Troussel, je vois que vous êtes producteur, et par exemple, Oumar et Anaïs, vous avez tous des métiers un petit peu différents. Donc, comment ça se passe pour en vivre? Parce que, par exemple, un comédien, ça peut être plus compliqué. Ça dépend des films qu'il fait, etc., quoi. Bah, tu vois, regarde, là, tu as un truc super. Tu vois, moi, quand je suis dans un film, j'ai mon agent qui appelle ce monsieur, ce directeur de production. Et je négocie avec lui. C'est lui qui gère le budget de film et je dois négocier avec lui pour toucher mon cachet. L'agent, surtout. L'agent. L'agent, ouais, mais bon aussi. Toi aussi, ouais. Donc voilà. Ouais, après, c'était quoi ta question exactement? Est-ce que vous arrivez à en vivre? Eric, tu arrives. Ouais, mais alors c'est vrai que pour moi en production c'est des temps beaucoup plus longs. Je dirais quand vous préparez un film, vous le tournez, vous le montez, etc. Que par rapport à notre ami Omar comédien, c'est parfois des périodes plus courtes. Mais si vous êtes motivé, vous continuez et vous pouvez en vivre. Ça, c'est sûr. Faut avoir de la motivation, C'est tout, faut rien lâcher. Ouais, franchement, c'est de la patience aussi, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un métier très, très, très difficile. En tout cas, moi, en tant que comédien, acteur, on est beaucoup sur le marché. Mais vraiment, on va à des castings, des fois, on se retrouve avec combien de personnes? Je sais pas, une centaine de personnes pour un rôle. Et donc, voilà, après, on dit souvent c'est le meilleur. Ouais, des fois, c'est même pas ce qu'ils sont du meilleur. Des fois, c'est le profil, c'est pas mal de choses, c'est subjectif. Hein, donc, vous voyez. Mais il faut être vraiment passionné, en vouloir et se donner les moyens. Et après, en tant que comédien aussi, aujourd'hui, on a pas mal aussi qui attendent pas qu'on les appelle pour leur proposer des rôles. Ils écrivent aussi leur propre histoire, ils essaient de développer des projets, d'écrire des films, des longs métrages, des séries, peu importe, et pour se donner aussi du travail, tu vois. Et j'ai une deuxième question aussi. Comment ça se passe un casting classique, on va dire? Par exemple, pour une première fois, comment ça se passe un casting? Les castings sont assez différents les uns des autres, je pense. Ouais, après, tout dépend du projet. Parce que de toute façon, tous les projets ne sont pas les mêmes, forcément, donc les castings sont différents. Après, comment préparer un casting, tu veux dire? Non, mais genre. Le processus, tu veux dire? Voilà, par exemple, vous arrivez au casting, Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire? Ok. Voilà. Déjà, il faut savoir qu'il y a les directeurs de casting et les directrices de casting qui donc appellent ton agent. Ensuite, déjà, dans un premier temps, on regarde les profils de tous les comédiens qu'ils souhaitent voir. Par rapport aux photos. Par rapport aux photos, etc.
font un travail, la directrice casting fait un travail aussi avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ensuite, nous, on nous donne un texte à apprendre, forcément. Et on arrive donc le jour J, on passe devant le directeur du casting. Et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis voilà, sans pression. Parce que souvent, il y a pas mal de comédiens qui arrivent qui sont stressés, alors qu'ils sont très très bons et vraiment très forts. Mais ils sont tellement stressés qu'ils n'arrivent pas à envoyer le meilleur d'eux-mêmes. Donc des fois, je trouve ça assez dommage. Moi, je pars du principe, en tout cas pour ma part, qu'un casting, j'en ai raté beaucoup plus que j'en ai eu. Tu vois ça, c'est une réalité. Après, je pars du principe que si le personnage il est pour moi, il sera pour moi. S'il est pour quelqu'un d'autre, il sera pour quelqu'un d'autre. Comme ça m'enlève déjà une pression de me dire putain, il faut absolument que je puisse avoir ce rôle, etc., etc., etc. Si je dois l'avoir, je me donne en tout cas les moyens de l'avoir. C'est-à-dire, je travaille chez moi en amont, je poste mon personnage avec des amis comédiens, on se donne les répliques, on fait un gros travail dessus. Et après, quand on arrive le jour J, on donne le meilleur de nous-mêmes. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Oui, parce que si je peux rajouter juste un truc, il ne faut pas penser que le comédien, il arrive sur scène ou sur un plateau avec son nez rouge et il joue. Il y a un vrai travail en amont sur le texte, sur plein de choses. Complètement. Et pour ajouter un peu de difficulté, c'est que tu peux faire un casting par rapport à des improvisations, qu'on ne t'envoie pas de texte. On t'invite au casting et on te donne juste une indication et puis tu joues. Du coup, la question que je voulais poser, c'est quoi les critères d'un bon comédien? À quoi on le reconnaît? Omar, question. Ouais, un pas bon facile, comédien. tes questions. C'est pas facile, Bon comme question. Déjà, il connaît son texte par cœur, le bon comédien. Il a pas. Arriver à l'heure et connaître son texte. Déjà, c'est la base, ça, je pense. Tu vois. La disponibilité. Ouais. Après, c'est beaucoup de travail aussi. Comme disait Eric, c'est beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire, parce que des fois, il y en a certains qui arrivent, ils pensent, j'en connais, qui arrivent et qui pensent que, parce que les amis ont dit, t'es super fort, machin, etc. Et quand on arrive pendant un casting ou quoi que ce soit, on se rend compte que c'est vraiment un métier en fait. Comme il a dit Eric, c'est pas tu mets ton nez rouge et tu viens, tu fais rire la galerie. Non. Il y a vraiment beaucoup de travail. C'est énorme. C'est de la profondeur. Ça va très très loin en fait. On va chercher les choses cachées des fois en nous. C'est schizophrénique. Des fois, franchement, on a l'impression qu'on est schizo. Donc, il faut vraiment c'est vraiment un travail en amont qui se fait des mois et des mois en amont. Surtout quand on est sur un projet, par exemple, de film. Par exemple, moi, mon tout premier film que j'ai fait, 6 mois avant, on était en répétition quasiment tous les jours. Mais tous les jours. Répète. Et le jour J, le premier jour de tournage, on était tous là, action, on savait tous ce qu'on devait faire. Et ça allait très très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier je pense, Eric est bien placé pour qu'une journée de tournage, ça coûte très 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 cher. Ouais, on peut pas trop perdre de temps, on va dire. Exactement. Sinon, tu as le tir de prod qui est derrière, qui fait hop. C'est sûr qu'après, il y a derrière les comédiens, il y a 40 ou 50 techniciens et c'est des heures supplémentaires, c'est des choses comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de vrai bon ou mauvais comédien. Il n'y a que des gens qui travaillent et qui ne font perdre de temps à personne sur le plateau. Oui, bonjour, merci d'être là et pour ces échanges. Moi, j'avais une question en particulier pour Omar Diao sur un métier qui est un petit peu actuellement, il y a peut-être de moins en moins, mais qui est directement lié au travail de comédien, c'est le métier de doubleur. Est-ce que, et vous évoquiez aussi le fait que pour vous le son c'était très important, est-ce que justement dans les formations que vous proposez, il y a des personnes est-ce que vous incluez vraiment ce métier-là aussi, qui est aussi un métier quelque part de comédien, mais par le son, mais où il faut incarner un personnage? Complètement. Là, nous, comme je disais, on vient d'ouvrir cette école cette année. C'est tout frais. Donc, on essaie de faire les choses un peu step by step. On ne veut pas brûler les étapes. C'est-à-dire mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé parce que, en fait, les locaux, on a des studios. Et j'ai pensé à créer justement un espace pour faire du doublage, etc. Parce que c'est un métier qui est, en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça fait un peu peur quand même. Malheureusement, ça fait un peu peur, pour de vrai. Parce que j'ai testé des trucs, moi, avec l'IA, avec des vidéos avec moi, et qui me font... où je parle plusieurs langues avec... c'est incroyable, franchement. Et en plus, on est vraiment au début, tu vois, donc ça fait vraiment peur pour ce métier-là.
Mais ouais, en tout cas, si j'ai vraiment demain j'ai l'occasion de le faire, je le ferai avec grand plaisir parce que ça va. Ouais, en plus, je pense en France, on est les meilleurs doubleurs de films. C'est un vrai boulot de comédien, hein, en plus, de toute façon. Or, la technique qu'il faut apprendre, parce que c'est pas évident, c'est un vrai boulot de comédien. Mais je suis d'accord avec Omar. Ouais. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Déjà, merci beaucoup d'être venu. C'était une question concernant, toujours sur le thème des auditions, des castings, tout ça. Maintenant, vous savez mieux que moi, mais il y a de plus en plus de self-tape, comme on dit, des vidéos à la maison, Mon Dieu. qui est vraiment horrible. Et je pense que vous êtes complètement d'accord avec toi. Vous voyez pas que c'est assez handicapant pour les comédiens ou Mais du casting? complètement. Ouais. C'est Covid, hein. Ouais. C'est ça qui a fait qu'on a fait des self-tapes parce que on pouvait plus rencontrer les directeurs de casting, etc. Alors que c'est important parce que derrière ton téléphone portable, tu es chez toi, tu n'as personne pour donner la réplique, tu n'as pas de bonne lumière, tu as peut-être des fois ton téléphone qui n'est pas forcément de bonne qualité, tu dois envoyer des gros fichiers, etc. Tu n'as personne pour la réplique. Déjà, la réplique, c'est super important. Et quand tu n'as pas ça, c'est dur quand même. Tu vois. Des fois, moi, je me suis retrouvé à faire une self-tape en enregistrant ma voix qui fait la réplique. Et c'est bon, on n'est pas des. Ouais. Et en plus, on n'a pas vraiment même les directions. On n'a pas les bonnes directions parce qu'on nous écrit OK, il faut être comme ça. Mais c'est toujours bien d'avoir ton directeur de casting en face de toi qui te dit le réalisateur veut ça, je veux ça, et voir si tu peux le faire exactement. Je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, il y en a pas mal qui continuent de le faire et je trouve ça vraiment dommage. C'est ça, et justement, il y a de moins en moins de casting. Et moi, je trouve justement la qualité et la particularité du casting, c'est vraiment de rencontrer la personne, d'avoir une sorte de feeling. Et je trouve ça manque, et forcément pour surtout des jeunes comédiens qui veulent commencer ce métier, commencer avec des self-tapes, ça peut vite être démotivant. Complètement. Ça peut vite les démotiver, dire que finalement ça m'intéresse pas parce que ce processus, ça paraît un peu vraiment très superficiel d'être derrière un écran, tu rencontres même pas la personne, donc ouais, c'est pas votre faute, hein, bien sûr. Et vous avez tout dit, parce que je suis là, pour le coup, je partage à 100% ce que vous dites. Hein. C'est handicapant, quoi. Voilà, et c'était juste pour savoir votre avis, quoi. Même Eric. vous, Eric et Anaïs, si je sais que vous faites pas de self-tape, mais concernant ce processus, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis parfaitement d'accord avec vous et avec Omar. C'est n'importe quoi. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'il y ait de moins en moins de casting. Il y en a encore quand même. Et par contre, l'idée de rencontrer un directeur de casting, un réalisateur, c'est évident. C'est capital. Donc, ceux qui font leur truc dans leur chambre, comme disait Omar, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le son, il n'y a pas la réplique, c'est nul. Et je ne pense pas qu'ils soient, alors que ça desserve les comédiens, certes, mais ils ne sont pas en position de force. Voilà. Et en plus, par exemple, là, si je prends. J'ai une anecdote là-dessus, par exemple. En 2014, j'avais passé un casting pour un film qui s'appelle Anti-Gang, avec Jean Reno, Alban Lenoir. Et j'étais arrivé au moment du casting, donc il y avait le réalisateur Benjamin Rocher et il y avait la directrice de casting. Au début, j'étais casté pour un autre personnage. Je suis arrivé, il y avait pas mal d'autres comédiens, on était tous ensemble. Et on jouait les scènes ensemble et tout. Et à un moment donné, Benjamin, il a dit écoute, Omar, toi, tu vas faire ce rôle-là, toi, tu vas changer, toi, tu vas machin. En self-tape, jamais de la vie, on aurait pu faire ça. Et j'aurais peut-être jamais eu ce rôle. Et finalement, il a bien vu, il a eu cette vision de se dire ok, on va changer pour voir si ça colle sur eux. Et grâce à Dieu, ça a marché. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je dis que c'est super important de rencontrer les gens. Et même, c'est une énergie. Parce que quand tu rentres dans un. Ce que je dis, pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure par rapport aux auditions, quand tu rentres dans une salle de casting, je pense, le directeur de casting, il sait déjà à 50% si potentiellement tu vas avoir le rôle ou pas. Juste ton entrée. L'énergie que tu amènes, ton profil, comment tu marches, ta démarche, tout. Non, tout ça, déjà, ça fonctionne. C'est quelque chose qui nous permet de savoir si tu peux incarner le personnage ou pas. Et après, il y a le texte et tout ça, bien sûr. Donc, c'est important. Moi, j'ai une autre question. Concernant les relations et les contacts, on a beau faire tous les cours qu'on veut, mais les relations, ça ne s'achète pas. Est-ce que le facteur chance est quand même... il œuvre pas mal quand même dans ce métier ou pas ? Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes de ne pas rater des expériences ? Parce que parfois le train, il passe, mais il faut quand même savoir le saisir aussi.
Et je voulais que vous puissiez répondre un petit peu par rapport à ça, soigner les contacts. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes de ne pas rater les occasions? Enfin, en même temps, j'essaie de répondre, mais Oui, c'est un oui. peu ambigu dans ma. Mais C'était pas vraiment des questions, mais voilà, j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là qui est hyper important en fait. Bah, tu vois, moi, je viens de Toulouse. Je suis arrivée sur Paris en 2016 et j'avais 0 contact. J'avais pas fait de formation, donc j'étais en mode je veux faire du cinéma, mais je connais personne. Comment je peux faire? Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, au culot, t'écris à des gens. Ces gens, tu vas rencontrer d'autres personnes derrière si tu t'entends bien avec eux. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vas rencontrer une première personne qui va te faire rencontrer une deuxième personne, et après, passer 1 an, si tu fais ça, tu vas te rendre compte que ton répertoire il grandit, et forcément il y a un moment, il y a une personne qui va penser à toi et ça va t'ouvrir des portes. Enfin moi ça a été comme ça que ça s'est fait. Bah après moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Hein. Et on nous dit Mantes-la-Jolie c'est loin de Paris, etc. Bon, toi tu viens de Toulouse, encore beaucoup plus loin. Mais tu sais, Mantes-la-Jolie ici, c'est quand tu dis tu viens de Mantes, les gens font waouh, tu montes, c'est trop loin. C'est vrai ou pas? Et au Val-Fouré en plus. C'est familial le Val-Fouré. Faut dire, tu vois, c'est vraiment Et quand moi personnellement, j'en parlais pas trop quand j'étais plus jeune. J'avais ce rêve-là enfui en moi, mais j'en parlais pas. C'est pas par peur, par superstition, quoi que ce soit, c'est juste que c'est par pudeur en fait. Et je sais aussi un autre truc, c'est que quand tu dis à tes amis, je veux faire du cinéma, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Reste assis. Ils te prennent pas au sérieux. Ils te prennent pas au sérieux. Mais je peux comprendre parce que c'est normal, on est jeunes. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, Marc, tu vas prendre le train, c'était le 13h08, le direct. Je l'ai pris. Des fois, je fraudais, mais bon, désolé, j'avais pas d'argent. Mais je me suis donné les moyens d'arriver, de rencontrer des gens. J'ai frappé aux portes. J'allais à des événements, des avant-premières, j'allais au théâtre, des festivals, comme là, aujourd'hui. Et je rencontre des gens, je discute avec eux, on échange. Mais jamais par opportunisme, jamais en se disant ah je vais te parler à toi parce que je sais que tu peux peut-être non, en fait ça devenait naturel en fait. Et ça, moi je suis pour ça. Quand les gens viennent te voir, te parler juste parce que tu peux être l'élément qui puisse les emmener, je trouve pas ça super sain. J'aime bien quand ça c'est naturel. Et les gens s'en rendent compte en plus. On les voit venir à 200 km. Ouais. De Toulouse. Et je pense que toi, tu le sais aussi. Comme on dit, on se forme à ça aussi malgré nous parce que on rencontre pas mal de gens et on sait et généralement c'est toujours les mêmes méthodes. Donc on sait quand la personne vient te voir, tu sais déjà si c'est si c'est sain ou pas. Tu le sais en fait. C'est de l'énergie aussi. Moi, les énergies, j'y crois trop. C'est quelque chose que tu le sens en fait. Après, des fois, tu peux te tromper. Il y a le côté artistique qui prédomine, quoi. Parce qu'il y en a, ils sont là pour signer des autographes et se faire connaître. Parce que voilà, c'est très bien que tu dis ça. Il y en a qui parlent artistique et vraiment. Et ben, c'est très bien que tu dis ça. Tu vois, par exemple, là, l'école que j'ai ouverte, je dis aux élèves, entre guillemets, je leur dis, écoutez, si vous êtes là pour la fame, la porte, elle est là, partez. C'est pas intéressant. Moi, on n'est pas là pour ça. La fame, juste pour être reconnu dans la rue, faire des photos avec les gens, etc. Tu vas sur TikTok et tu fais tes vidéos, on va te reconnaître dans la rue. Hein. C'est vrai ou pas? Là, c'est un métier, en fait, je pense que Eric, Anaïs, je pense qu'on partage la même chose. On est passionnés, mais vraiment. On fait ça pour les bonnes raisons. Et c'est un métier qu'on respecte. On fait pas ça juste pour être reconnu dans la rue. C'est pas intéressant. C'est ça, franchement, pour de vrai. Comme j'ai dit, Snapchat, tu fais tout, on te reconnaît dans la rue. On le fait parce qu'on a envie de raconter des histoires, on a envie de divertir les gens, on veut partager certaines choses avec les gens. Voilà. Et le réseau, il se fait naturellement, comme Anaïs l'a dit. Il se fait naturellement. Les gens, à un moment donné, voilà, tu les sens, les gens. Et toi, je parle de toi parce que tu fais du stand-up, tu sais comment c'est à Paris. C'est surtout en plus dans le milieu humoriste aussi, c'est encore autre chose. Et respect à toi aussi parce que franchement, c'est pas facile. Ah ouais, des femmes, les humoristes, c'est vraiment un milieu très 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 difficile. Donc, très ingrat. Ouais. Il faut aller la voir au théâtre. Hein. Sabrina, seule en scène. Bravo à elle. Une autre question au milieu. Vous avez dit que vous étiez autodidacte.
et vous demandez aux jeunes maintenant vous leur dites que c'est mieux d'être formés. Vous avez bien commencé par quelque chose, vous avez été inspiré par quelqu'un. Dès le départ, on ne peut pas être autodidacte sans avoir en fait de connaissances au préalable. Bah, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé, je connaissais absolument rien. J'ai juste pris mon ordinateur, Google, comment écrire un scénario. Et je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup, et sans avoir de formation extérieure par une personne, je me suis formée par moi-même, même si c'est des articles d'autres personnes. Mais je pense que la formation, elle est quand même accessible aujourd'hui. Et tout le monde peut commencer. C'est vrai que tous les trois, on est autodidactes. Ouais, alors moi je peux dire un truc en production pure et dure. À l'époque où j'ai démarré, les gens qui m'entouraient avaient le temps de m'apprendre des choses. Ça n'existe plus maintenant, plus beaucoup. C'est-à-dire que tout est un problème de temps, parce que le temps c'est de l'argent, enfin voilà, on va dire ça comme ça. Et effectivement, il y a des gens qui m'ont drivé, etc. Mais c'était il y a 35 ans. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes qui veulent faire de la technique, même comédien, même producteur ou autre, c'est bien de passer par une formation quand même. Parce que maintenant, dans les prods, on n'a plus trop le temps de former les jeunes. Après, il y a des formations. Quand on dit formation, on pense. Enfin, il y a les écoles, mais il y a aussi des collectifs. Tu peux te former avec des collectifs. Tu peux te former en association. C'est pas forcément l'école qui coûte de l'argent. Il y a beaucoup de possibilités maintenant. Et aussi aller sur les plateaux de tournage. Ça aussi, vous pouvez le faire. Si vous entendez qu'il y a un tournage qui se fait, machin, et à Sur Paris, il y en a pas mal. Vous proposez votre aide, même si vous savez rien faire, il y a toujours du travail pour tout le monde et la personne elle sera trop contente. Bah moi, sur le court-métrage que j'avais réalisé, le seul que j'ai réalisé, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais été sur un tournage, qui m'a contacté sur les réseaux parce qu'elle avait vu que je recherchais un réal, un ingé son, etc. Elle m'a dit, je sais rien faire, mais par contre, je veux venir sur le tournage. Elle est venue et s'occupait de la régie. Elle était deuxième assistante régie. Donc c'est complètement possible de débarquer sur un tournage alors qu'on ne sait pas faire. Et je confirme, hein. Je confirme sans problème. Par exemple, à Mantes, il y a Sanctuaire, l'association qui fait ce festival-là, qui forme super bien les gens. J'aurais aimé avoir ça, hein, plus jeune. Moi aussi. En fait, moi j'ai une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça met un peu en danger les métiers du cinéma en général? Ah, c'est vrai, moi j'étais pas là. Moi, j'allais dire. On en parlait tout à l'heure. J'allais dire. J'étais pas là. Non, mais c'est marrant, c'est bien. J'allais dire, ça met en danger un peu tout le monde. S'il n'y a pas de cadre. Clairement, aujourd'hui, je pense que tout le monde se sent. Dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, on se sent un peu menacé, que ce soit les acteurs, les scénaristes, les compositeurs, tout pourra être fait avec l'intelligence artificielle, mais de là à ce qu'on soit remplacé, je pense pas. Je pense qu'il y aura un juste milieu qui sera trouvé. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question, peut-être plutôt pour toi, Anaïs. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà écrit un scénario et au milieu, tu étais bloqué, tu avais la page blanche? Et si oui, comment tu as surmonté cet obstacle? J'ai eu la page blanche une fois. Et moi, quand ça vient pas, je me force pas. C'est-à-dire, si j'ai décidé que j'allais écrire et que je me dis, en fait, j'ai pas d'idée, ça vient pas, je me brusque pas parce que plus je me brusque, plus ça va pas venir. Je fais autre chose et le lendemain, je me réveille et je retente et là, parfois, ça se débloque tout seul. Faut pas forcer. J'imagine que pour faire par exemple de la science-fiction, ça coûte plus cher que pour faire un film policier. Est-ce que en tant que scénariste, du coup, vous êtes un peu limité dans votre imagination à se contenter au réalisme? Clairement, si tu n'as pas de budget, tu vas pas faire un film sur les aliens qui débarquent, ou alors, ça dépend si tu sais faire des effets spéciaux, mais par exemple, il y a eu une expérience, on n'avait pas de budget, du coup, c'est pas grave, on va être on se dit, tous les personnages, ils évoluent du début jusqu'à la fin dans une seule pièce, comme ça déjà, on a un décor, ça veut dire on va faire une lumière, et ouais, on peut anticiper comme ça. Quand tu sais que t'es... après, je pense qu'il y a les deux écoles. Il y en a qui vont pas penser au budget et après ils vont essayer de trouver le budget. Il y en a qui vont se dire moi j'ai tant, donc je vais faire avec tant. Il y a les deux visions, je pense. Bonjour. 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 Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Par rapport à ce que tu as dit, si on a déjà écrit, on avait avec Saïd Terrari un projet de court-métrage sur le harcèlement. Donc j'ai commencé à écrire le scénario. On a commencé à tourner, mais on l'a pas fini. C'est bien.
T'as quel âge? J'ai 13 ans. Bravo. Ouais. En plus, sur un sujet comme l'harcèlement, c'est bien. C'est très très bien. Et donc là, vous êtes à quelle étape? Je tiens à dire c'est un très bon comédien. Et donc, c'est par rapport à. Il fallait qu'on attende les vacances scolaires pour pouvoir tourner, parce qu'ils sont à l'école. Ah oui, c'est pas. Donc, Ok, moi, c'est en par tant rapport que au créa, temps. quand même, je leur mets l'école avant tout. Et non, mais on saura bientôt, Kenzie, terminer ce projet-là. Et vous on en tournez- fera d'autres, d'ailleurs, cette année. Vous tournez ici à Mantes? Ouais, ici à Mantes et pourquoi pas autre part aussi. Ok, cool. Il va durer combien de temps le film à peu près? Sur le harcèlement? Ouais. Je sais pas. À peu près 15 minutes? Ouais, 10-15 minutes. Et t'as le rôle principal? Hein? T'as le rôle principal dedans? Ouais. Trop bien, hâte de voir. Donc, Kenzie, c'est quoi ton vœu pour cette année, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'artistique? Dans l'artistique, bah, j'aimerais bien déjà monter mes courts-métrages, faire mes courts-métrages et me former dans tout ce qui est la vidéo, l'audiovisuel aussi. C'est pour ça que je suis venu à ce festival, à l'association, pour rencontrer les membres de l'association Sanctuaire. C'est très très bien. Tu as peut-être une question à poser à Anaïs par rapport au scénario? Bah, moi, quand j'ai commencé à écrire le scénario avec Saïd, il y a eu des fois où j'arrivais à écrire, mais ouais, il y avait beaucoup de blocs. Et comment t'as fait du coup? Bah, j'ai essayé de chercher de nouvelles idées. T'as écrit tout seul du coup ou t'étais accompagné? Non, j'ai écrit tout seul, et après je l'ai montré à Saïd, et on l'a réécrit ensemble. Bah, j'aurais aimé avoir ton âge et commencer à écrire mon premier Grave. scénario à 13 ans. Il est génial. C'est trop bien. Bravo, Kenzie. Et bientôt, hein, tiens-toi prêt, on va le finir. Hein. Bah moi du coup ouais, ça m'arrive des fois aussi de faire des scénarios par exemple quand je m'ennuie, parce que j'aime bien dessiner ou écrire des histoires, voilà, comme ça. Et ouais, ça peut être intéressant de savoir vers qui se tourner pour si par exemple on a un scénario, on n'a pas le budget pour le faire, etc. Vers qui on peut se tourner pour suggérer un scénario, par exemple. Tu as des festivals de scénarios qui peuvent t'aider à avoir un budget. Parfois, c'est sur des thématiques ou parfois, c'est des thèmes ouverts. Tu as ça. Après, tu peux te tourner vers... C'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de parcours, en fait, si tu veux, je trouve, prédéfini par rapport à ça. C'est un peu... Après, tu as les boîtes de prod fiction, tu peux peut-être leur envoyer. Enfin, tu vois. Par contre, il faut que tu protèges ton manuscrit. Il faut le déposer. Ça coûte environ 30 €. Ouais. Tu vas sur le site iDépôt, e-dépôt d'ailleurs, ça se dit, idépôt.com, je crois, ou .fr, je sais plus. Et surtout pour les scénaristes, ceux qui ont envie d'écrire, il faut que vous vous inscrivez à la SACD. Ouais. C'est comme la SACEM, mais c'est pour les scénaristes. C'est très important pour une question de droit d'auteur plus tard. Exactement. Ouais, parce que tous les producteurs ne sont pas des gens très gentils. Et quand tu n'as pas d'agent et que tu as un scénario et qu'un producteur est intéressé par ton scénario, grâce à la SACD, je crois que c'est 40 € l'adhésion à l'année, tu as le droit à un accompagnement juridique. Donc la personne, elle pourra t'aider pour ton contrat, etc. Parce que si tu te retrouves seul face à des producteurs, il y a moyen que ce soit compliqué. Et aussi autre chose, si vous avez par exemple des pitchs de scénarios que vous voulez partager, il y a quelque chose qui s'appelle le talent en cours. En fait, c'est Jamel Debbouze qui a créé ça. Talent en cours, on vient sur la scène du Jamel Comedy Club et tu as des producteurs, des chaînes, des distributeurs, et tu pitches ton court-métrage. Et ensuite, si un producteur qui est intéressé, il vient te voir et vous signez ensemble, et ensuite il t'accompagne pour l'écriture de ton scénario, etc. Et il y en a plein qui sont passés et qui ont été césarisés, et ensuite qui ont réussi à faire des longs métrages, etc. Donc c'est vraiment talent en cours, ça s'appelle. Parce que c'est mon associé en fait qui fait ça. Donc ça peut être très intéressant pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Il n'y a vraiment pas de... Pour le coup, tout le monde c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, c'est des organismes comme ça qu'on peut présenter son travail. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Très bonne idée pour avoir déjà un réseau. Ah, complètement. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Non, mais excusez pas. Sa maman. Enfin, j'ai une autre petite question parce que je voudrais le soutenir. Il est vraiment très motivé, il voudrait faire votre travail. Oui, je vois ça. Travailler dans ce milieu-là. Donc, j'ai pris plein de notes de ce que vous dites depuis tout à l'heure. Par exemple, le mieux, est-ce qu'il faut qu'il se déplace quand vous parlez, par exemple, de talent en cours ou d'autres choses comme ou la SCB. Déjà, Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par courrier? Vaut mieux venir directement sur
Ouais. C'est quoi le mieux, d'être directement sur place? Oui. Déjà, déjà ce qu'il peut faire, c'est en gros aller sur Instagram ou sur Facebook, je pense. Ils ont sur Insta, il y a toutes les dates. Et ensuite, il y a leurs coordonnées, etc. Envoyer un mail pour dire voilà, pour la prochaine session, j'aimerais bien, en tant que spectateur, je vais juste venir passer et participer, mais en tant que spectateur. Et ensuite, se renseigner après comment faire pour justement pitcher son court-métrage, etc. Donc, ouais, il faut venir en fait. Le truc, c'est ça. Il faut prendre le train, quitter Mantes-la-Jolie et aller à Paris et essayer de rencontrer Là, ce que vous venez de dire, c'est par rapport à Talent en cours. Oui, Talent en cours, oui, c'est ça. D'accord, ok. Oui. C'est au Jamel Comedy Club. Sur Paris, je crois. Ouais, c'est dans le 10e métro Bonne Nouvelle au Comedy Club. Ok, c'est gentil. Merci pour tout. De rien. Merci. Je crois qu'il y a même le CNC en plus qui est partenaire de Talent en cours. Veuillez vous présenter. Je vais très très rapidement me présenter. Alors moi, je travaille comme médiateur culturel à la direction du patrimoine cinématographique du CNC. En fait, ce sont les archives du CNC. On est dépositaire du patrimoine français avec les films des films des Frères Lumière jusqu'aux films de nos jours. Donc on a vraiment, on est une des plus grosses collections de films au monde. Mais le CNC, c'est pas seulement les archives du patrimoine. Le CNC, c'est aussi une institution donc, qui est basée dans le 14e arrondissement, à Boulevard Raspail, et qui accompagne financièrement, juridiquement, la création des cinéastes, qui accompagne le cinéma français et la production de jeux vidéo en France. Alors qui accompagne financièrement et juridiquement. Voilà, donc il y a plusieurs services, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, on accompagne effectivement l'ensemble de la création, en financièrement également les réseaux de salles de cinéma en France. Voilà. Le CNC Diversité, il y a tout ça. Voilà, et donc il y a effectivement le CNC prend part également à pas mal de dispositifs dont Talent en cours. Ouais. Et effectivement, il y a une scénariothèque, comme je l'évoquais, où on peut accéder à différents scénarios. Donc pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, il y a aussi pas mal de ressources et de mise en réseau. Justement, ça répond aussi aux questions de mise en réseau. Il y a aussi des accompagnements qui peuvent être faits à ce niveau-là. Super. Juste pour, parce que ça va dans la suite de. Il y a aussi Talent en cours, en fait. Donc je disais, c'est l'association de Jamel Debbouze. Et ils font aussi un truc qui s'appelle Film l'Avenir. Et ça se passe en fait pendant la période des grandes vacances. Et ils s'associent donc à des associations comme par exemple le Sanctuaire. Par exemple, ça peut être vous rentrez vraiment bien dans le process. Et le but, c'est ils font le tour de France en fait. Et c'est de venir pendant 2 jours dans la ville, écrire des scénarios avec des jeunes et de monter et de réaliser un film de moins de 2 minutes, le réaliser, le monter et ensuite le projette. Et ces films-là après se retrouvent sur France TV / et passent aussi au Comedy Club, etc. Donc ça peut être très intéressant. Très intéressant pour l'association. Ouais, je vais vous mettre en relation avec eux. Merci Omar. Avec Merci plaisir. énormément. Il y a tellement de choses à faire. Et je vois que le réseau, il est tout à fabriquer si vous voulez faire du réseau et tout ça. Donc voilà, merci à vous trois. C'est le but. Pour tout ça. C'est juste que fini, j'aurais bien voulu qu'il parle un peu. Là, il dort. C'est l'heure de la sieste. Bonjour, du coup, j'ai une question pour chacun de vous. Est-ce que, je ne sais pas si elle a déjà été posée, est-ce que vous parvenez à vivre uniquement de cela ou vous avez des métiers à côté ? Non, moi j'en vis. Alors, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fonction du métier, ça prend plus ou moins de temps. Scénariste, par exemple, parfois tu écris toi-même, donc tu n'es pas payé parce que tu écris ton scénario, tu vas après le vendre, tu as des droits d'auteur qui te touchent quand le film il passe au cinéma ou à la télé, donc ça prend du temps. C'est vraiment, après ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux être acteur ou ça dépend vraiment du métier. Mais ce qui est sûr, je pense qu'on sera d'accord, c'est qu'au début, c'est compliqué d'en vivre tout de suite, sauf si tout de suite tu trouves un super contrat qui te permet d'en vivre rapidement. Et même ça, c'est vous personnellement, il a dit. Ouais, et même ça, moi personnellement, par exemple, je te parle normalement de mon histoire. Comme je disais tout à l'heure, tu n'étais pas là, je disais que j'ai eu la chance de tomber sur un projet de cinéma assez vite. C'était un long métrage qui avait été réalisé par Audrey Strugo, ça s'appelle Regarde-moi, celle qui a réalisé le film sur NTM. Et j'avais un très très bon rôle dedans, c'était produit par Gaumont, Canal+. Et forcément, voilà,
tu gagnes ton argent parce que c'est le cinéma. Et, voilà, j'ai gagné mon truc. Et moi, à un moment donné, je m'y croyais. Erreur. Première erreur. Comme tout, Soma. Ah oui, je m'y croyais parce que là, j'arrive, Gaumont, Canal+, je me dis, mais c'est incroyable ce qui m'arrive en même pas un an. Là, j'ai tout ça. C'est incroyable. Mais la réalité, elle est revenue très très vite. Donc j'ai fait mon premier film, j'étais là, plateau de télévision. À l'époque, il y avait le Grand Journal, je me rappelle, sur Canal+. On était là avec Michel Denisot. Franchement, je m'y croyais. Mais j'étais jeune, hein, donc voilà. Mais après, j'ai enchaîné sur un autre film. Et après, c'était un peu ventre mou. Il n'y avait pas grand-chose. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange, il faut tout ça. Donc je suis allé travailler. Donc il y a des gens avec qui je travaillais qui avaient vu mes films. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, tu fais du cinéma? Je fais, ah ouais, mais bon, le cinéma, c'est bien, mais là, j'ai besoin de manger, je tourne pas tous les jours. Parce que quand tu es comédien, tu débutes, tu tournes pas tous les jours. Ça, c'est la vérité. Tu peux faire un film si tu as vraiment beaucoup de chance dans l'année, tu vois. Après, au fur et à mesure, donc mon réseau a été un peu plus conséquent. J'écrivais mes projets et j'ai bossé avec des gens avec lesquels j'ai rebossé sur plusieurs projets, sur plusieurs films. Et là aujourd'hui, Dieu merci, voilà, je vis de mon métier pleinement. Mais au début, c'est pas dit que c'est gagné, quoi. Faut pas dire ouais, tu fais ton premier film que c'est bon pour toi, tu sais que ça y est, t'es arrivé. Ouais. Si je peux rajouter juste un petit truc, Omar, c'est se remettre en question à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur des directeurs de production. Moi, à chaque fois qu'on me donnait un scénario ou une bible pour que je fasse un budget, je me disais, je ne vais pas y arriver. Et des films, j'en ai fait un paquet. Et je rejoins Omar là-dessus, c'est l'humilité aussi de se remettre en question à chaque fois. Complètement. On n'est jamais arrivé dans ce métier. C'est-à-dire, ce que dit Eric, c'est vrai, c'est tellement vrai parce que moi, je l'ai vécu, ce truc. Hein. Tu fais ton film, tu finis, et tu dis, mais... Et même pendant le tournage, je me disais, mais est-ce que je vais en refaire un autre après? Parce que c'est pas dit, en fait. Tu peux ne plus... Il y a pas mal de comédiens ou de comédiennes qui, aujourd'hui, on les voyait avant, on les voit plus aujourd'hui. C'est une réalité. Parce que c'est un métier où aléatoire. C'est aléatoire. Il faut surtout... de désir, c'est un métier de désir. Il faut que les metteurs en scène te désirent à chaque fois, en fait. C'est ça. Mais c'est pas dit que tu restes pendant longtemps. Mais ceux qui restent longtemps, généralement, c'est ceux qui sont vraiment passionnés, et ceux qui le font vraiment avec le cœur et qui le font pour les bonnes raisons. Ça, c'est primordial. Et avec humilité. Humilité. Bon, allez, une petite dernière. Comment vraiment faire pour taper dans l'œil des producteurs? Genre, c'est quoi la meilleure chose à faire pour que les producteurs ils soient vraiment intéressés par nous pour les films, les courts-métrages, etc. En tant que quoi? Comment? En tant qu'acteur ou... En tant qu'acteur, comédien. Déjà, c'est choper. Moi, j'aurais dû être là au bon moment. Ouais, c'est ça, tu as un casting, tu es là au bon moment, tu sors, tu vas, comme tu disais, dans les festivals, tu rencontres des gens, tu fais des castings, encore une fois, et puis voilà. Tu peux commencer aussi par la figuration, par exemple. Tu vois, tu es sur un plateau, tu rencontres des gens, réalisateurs, etc. Et puis, de fil en aiguille, voilà, c'est ce que je dirais. Complètement, c'est ça. C'est ça, oui, exactement. Donc, pour pouvoir être comédien, il faut que tu sois, déjà, je pense, partir dans des cours pour pouvoir être pleinement apte et à jouer devant une caméra. Et après, ça roule tout seul. D'avoir le réseau, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, si tu rassembles tout ça, je pense que tu vas y arriver. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous beaucoup. tous. Merci à vous.